Oui, Monsieur le Président de la République. Bonsoir à toute l'assistance. Macky Sall est la réponse par l'action. J'aurais pu m'arrêter là, tant la vie du président et le parcours du président sénégalais est tout un programme. Un programme retracé avec bonheur par Aliou Fall, un témoin oculaire des événements qu'il raconte dans ce récit. Aliou fait partie des figures emblématiques de la presse sénégalaise, parmi les plus brillants. Lui, Aliou Fall, Aliou Sall, actuel maire de Guédiawaye, Yoro Dia, donc Tidiane Kassé, Mamles Camara, ils font partie des esprits les plus brillants, les plus belles plumes de la presse sénégalaise. Et je ne vais pas insister sur notre ami commun Aliou Sall. Il était le meilleur d'entre nous, mais la proximité avec le président de la République sous nos cieux peut constituer un délit. Donc, on se réjouit de cet ouvrage et nous vous félicitons, M. Sall. Une figure qui se distingue par sa générosité, mais aussi sa fidélité en amitié. Il a gardé une amitié de très longue date. Donc, il a fait ses humanités entre le Saloum, le Ferlo comme enseignant, le Cap-Vert. Il a intégré très tôt le secteur de l'enseignement, pédagogue. Son œuvre est pédagogique. Et sur un français limpide, clair, accessible. En même temps, on peut noter dans cette œuvre une rigueur scientifique avec la force de l'argumentation. Nous avons suffisamment de références temporelles, une chronologie des événements et la crédibilité du témoin, souvent acteur des processus qu'il décrit. Il a corrigé ce qu'on appelle l'état des lieux. Si on n'a pas l'état des lieux d'une situation, on ne peut pas mesurer l'ampleur des réalisations qui sont faites par la suite. Et il a corrigé cette anomalie. C'est une œuvre littéraire de très grande qualité. Il est revenu sur le passif et l'héritage de Macky Sall. Et cet état des lieux révèle une gestion antérieure chaotique, catastrophique, donc un passif lourd, un niveau d'endettement très élevé. Et on disait, lorsqu'on était enfant, d'un prospère transporteur libano-syrien à Fatick, Antoine Foury, que Foury Fayna Borbi. Mais Macky Sall a hérité du pouvoir avec un endettement très lourd. Donc on nous a endetté pratiquement pour 150 ans. Et il est venu, pas dans l'immédiat pour dérouler un programme, mais pour réparer des déséquilibres, pour réparer des dégâts. Et Aliou est revenu sur cette situation, sur ce passif avec des faits. Donc, à l'heure du bilan, on peut dire que, Monsieur le Président, en parcourant l'œuvre d'Aliou, on peut dire que vous avez soldé le passif. Vous avez soldé le passif pour votre pays et firme Gamini. Macky Sall fait et chiffre. Je pense que cette œuvre pouvait se résumer sur ça. Parce que c'est le parcours d'un homme de conviction qui n'aime pas la démagogie. Donc un homme de terrain. Et une seule action qu'on ne peut pas occulter aujourd'hui, c'est une journée historique. Le fait d'inaugurer donc ce pont qui relie le Sénégal et la Gambie est un élément de bilan suffisant. Sans compter une autre grande réalisation, Ila Touba. Et on peut démultiplier à l'infini ces réalisations. Et on peut trouver tous ces éléments dans l'œuvre d'Aliou Sall. Le récit laisse apparaître deux images opposées. En réalité, depuis 7 ans, Macky Sall a fait bouger les lignes au Sénégal, au-delà des slogans qu'on connaissait. Donc, un peu démagogique. Un autre Sénégal est possible, santé pour tous, etc., éducation pour tous. Lui, donc, il a réalisé des réalisations concrètes.
visible, palpable. Vous avez fait le choix du terrain, le champ des réalisations concrètes. Et Aliou démontre que le pari est gagné. Donc vous avez réussi à restaurer les équilibres économiques, parce que lorsque vous arrivez au pouvoir, donc le niveau de croissance était très faible. Si croissance il y avait, peut-être ça ne dépassait pas 2%. Maintenant, le niveau de croissance est appréciable et tend vers donc, des taux à 2 chiffres dans la dynamique de l'émergence. Vous avez réussi à sauvegarder l'état de droit. Aliou est revenu très largement. Donc, je suggère à tous ceux qui veulent, en tout cas, développer une argumentation solide sur les réalisations de Macky Sall, cet ouvrage, tous ceux qui font donc l'effort d'ouvrir les yeux avec un minimum d'honnêteté intellectuelle découvriront en parcourant cet ouvrage cette réalité. Et en réalité, Aliou, vous prêchez, on peut dire que vous prêchez des convaincus. Parce que quand même, comme le dit, mais l'ouvrage a valeur de rappel pédagogique, donc de guide pratique, de référentiel. Et c'est Jean-Paul Sartre qui disait qu'en découvrant un spectacle horrible, a déclaré « Depuis ce jour, on a beaucoup travaillé en moi au replâtrage de la divinité providentielle. » Mais en parcourant le livre d'Aliou, maintenant, c'est difficile. Aucun lavage de cerveau, aucune intoxication ne peut venir à bout de cette vérité. Ne peut venir au niveau de l'opinion, ne peut donc démontrer au niveau de l'opinion une autre réalité que celle que nous vivons au quotidien. Vous l'avez dit ce matin, Monsieur le Président, en fait, vous avez dit que you make history, mais vous aussi vous êtes rentré dans l'histoire. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Voilà, pour revenir à l'autre intervenant, Moustapha Sow, qui est aussi un fils du Sine Saloum, natif du Saloum, produit également du système éducatif sénégalais, qui après ses études ici à Kaolack, à Ndorong, donc a été au Canada et a obtenu un MBA donc au niveau du Canada et recruté par Citibank North America. Et en 2012, il rentre au pays à l'image de beaucoup de Sénégalais de la diaspora venir répondre à l'appel lancé à la diaspora par le président Macky Sall et a œuvré, a contribué en tout cas à l'œuvre de construction du pays. Il est directeur Afrique du groupe de la Banque islamique de développement. Maintenant, il s'est retiré pour mettre en place un cabinet conseil en financement des infrastructures et dans la levée des dettes pour accompagner les États dans leur politique de développement. Il s'engage désormais activement en politique aux côtés du président de la République, entièrement. Donc, et pour rejoindre la vision du chef de l'État, il consiste à jeter les bases et à mettre en œuvre l'émergence du Sénégal, profitable à tous. Un Sénégal de tous, un Sénégal pour tous, selon le vœu de Macky Sall. Voilà, nous allons revenir rapidement au chronogramme. Donc, il s'articule autour des points suivants. Nous aurons le mot de l'éditeur dans un premier temps, si vous permettez, Monsieur le Président. Donc, après le mot de l'éditeur, Aliou va intervenir. Ça va prendre 5 minutes, le mot de l'éditeur. Donc, nous avons 1 heure exactement et je serai donc très strict sur le timing. Et Aliou va parler pour 15 minutes avant la présentation de Moustapha Sow qui va davantage s'intéresser aux aspects économiques. Et parmi les autres intervenants, donc il appartiendra au président de la République de désigner des gens qui pourront apporter des éclairages sur les sujets. Et après tout cela, nous aurons le mot de clôture du président de la République. Voilà, donc avant l'ouverture de la séance de dédicace qui se retrouvera de l'autre côté, qui va se passer de l'autre côté. Voilà, donc et quand même c'est réservé aux journalistes, les questions des journalistes sont réservées à cette seconde séance après la clôture de celle-ci. Je vous remercie infiniment et la parole à monsieur l'éditeur. Voilà, Abdoulaye Diallo, directeur de l'Harmattan. Merci. Merci, monsieur le maître de cérémonie, Excellence, monsieur le président de la République, madame le Premier ministre Aminata Touré, messieurs
les membres du gouvernement, honorables parlementaires, mesdames, messieurs, en vos titres, grades et qualités, chers membres de la presse. Je ne vais pas être très long. Pourquoi? Parce que la journée a été très longue. Je voudrais juste axer mon propos sur 3 points. Le premier, Monsieur le Président de la République, sont des mots de remerciement à votre endroit à 2 niveaux. D'abord pour avoir accompagné l'édition de cet ouvrage, mais aussi et surtout d'avoir pris de votre temps pour venir présider cette cérémonie de dédicace avec l'emploi du temps qui est le vôtre surtout aujourd'hui. Remercier mon grand frère Alioune Fall Sall qui me témoigne, au-delà des relations professionnelles qui nous lient, une affection indéfectible. Pourquoi? Parce que le livre que nous présentons ce soir est le 2e qu'il nous a confié et qui s'inscrit en droite ligne du premier qu'il avait fait avec nous il y a de cela quelques années, intitulé Macky Sall contre vents et marées. En cela, Alioune, je voudrais quand même te remercier de cette confiance et te réitérer toute l'affection que j'ai pour toi. Mais aussi dire 2 mots, Monsieur le Président de la République, sur le livre. Je vais laisser à Alioune et à Moustapha le soin de revenir plus profondément sur le contenu de l'ouvrage. Juste me contenter de dire que, au-delà d'être un livre bilan, c'est un livre qui fixe des moments d'histoire de notre pays. Et cela, je le dis en tant qu'enseignant-chercheur historien, au-delà d'être éditeur, au niveau du département d'histoire. Pourquoi? Parce que ce sont des documents de ce genre qui constituent pour nous historiens des sources de première main qui nous permettront demain d'écrire l'histoire de notre pays. Pourquoi? Parce que en chacun de nous, il y a une part de la mémoire de notre pays. Et c'est la somme de toutes ces mémoires individuelles qui constituent la mémoire collective de notre pays. Et en cela, Alioune nous donne, à travers les témoignages, à travers les récits qu'il fait dans cet ouvrage, des outils qui permettront demain à nos étudiants, à nos doctorants, de pouvoir écrire une véritable histoire politique de notre pays. Pourquoi? Parce que quand on n'écrit pas en tant que témoin, ce sont d'autres qui viendront écrire cette histoire. Et il n'y a pas mieux que d'avoir une source directe. Et Alioune Fall Sall a été au cœur de tout ce qu'il raconte dans ces 2 livres. Et je voudrais terminer mon propos, Monsieur le Président de la République, pour réitérer en fait la disponibilité de l'Harmattan Sénégal et au-delà de l'Harmattan Sénégal, de tous les acteurs qui œuvrent dans le domaine du livre et de la lecture dans notre pays. Je me fais aujourd'hui le porte-parole de tous mes collègues éditeurs qui ne sont pas là, de toute la grande famille des écrivains dont vous faites partie. Pourquoi? Parce que vous avez publié récemment un ouvrage et beaucoup de livres ont été édités sur vous. Pour dire que le livre que vous avez entre votre main, on a eu à échanger tout à l'heure, est un livre qui est fait ici, du début à la fin. Ici, le travail de fabrication, le travail de correction, le travail éditorial, le travail de conception graphique. Aujourd'hui, je pense, Monsieur le Président, je suis à même quand même de vous demander beaucoup de millions. Pourquoi? Parce que, avec cette couverture, j'ai réussi à résumer avec mes équipes ce que vous avez fait en 7 ans. Cela, voilà. Et en cela, quand même, je voudrais le dire, toute la famille de la culture se met à disposition de l'État du Sénégal pour participer au travail de développement qui est entrepris. Et je termine mon propos encore une fois en remerciant tous ceux et toutes celles qui ont pris de leur temps, il est tard, pour prendre part à cette cérémonie et insister sur un seul point en m'adressant à tous ceux qui sont là. Je l'ai déjà fait plusieurs fois pour Madame le Premier ministre qui est venue présider plusieurs cérémonies chez nous à l'Harmattan, de prendre la plume pour écrire, témoigner, raconter vos vécus, raconter vos parcours. Pourquoi? Parce que si vous ne le faites pas encore une fois, ce seront d'autres qui le feront. Et si vous témoignez,
vous écrivez, ça va constituer des sources, comme je le disais tantôt, et cela permettra à tous ceux qui travailleront demain à écrire l'histoire de notre pays à avoir des sources directes. Je remercie tous et encore une fois, merci Monsieur le Président d'avoir pris de votre temps pour présider cette cérémonie. Je commence à être très long et je dois rendre le micro, Monsieur le maître de cérémonie. Merci Diallo. Voilà la parole à M. Alioune Fall Sall, auteur de cet ouvrage, pour revenir sur le processus. Merci, Diamant. Excellence, Monsieur le Président de la République, Madame l'envoyée spéciale du Président de la République, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs, chers amis. Mon premier mot sera un mot de gratitude à l'intention de son Excellence, le Président Macky Sall, pour l'insigne honneur qu'il nous fait de rehausser de sa présence cette rencontre. Monsieur le Président, j'aurais souhaité disposer de mots plus forts pour vous exprimer ma satisfaction et ma reconnaissance. Et c'est par défaut que je vous dis simplement merci. Je m'honore également de la présence de membres du gouvernement, personnalités d'autres qualités, d'amis, de camarades, venus aujourd'hui manifester leur intérêt à l'objet de notre rencontre. À tous, j'exprime tous mes sincères remerciements. J'associe à ces remerciements mon ami Abdoulaye Diallo, directeur de Harmattan Sénégal, qui, comme il l'a dit, s'est toujours montré disponible et engagé à chaque fois que je l'ai sollicité. Même si je me fais un devoir de rectifier un peu Abdoulaye, je comprends son souci, mais je dois dire que dans le lot de livres qui a été produit, 5200 exemplaires, 250 ont été produits intégralement par Abdoulaye ici au Sénégal. 5000 ont été... toute la conception technique a été faite par ses services, mais le tirage du livre a été effectué par des imprimeries d'Harmattan en France pour 5000 exemplaires. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on craignait que le fret de livre accuse du retard par rapport à cette cérémonie, et il a pris sur lui l'initiative d'imprimer 250 exemplaires qui auraient dû nous servir de support pour la cérémonie. Heureusement que nous avons pu recevoir, disposer du livre qui provenait de Paris à temps pour l'amener à cette cérémonie. Parce qu'il était nécessaire quand même de faire cette précision. Mais quand on compare les deux livres, le livre qui a été fabriqué intégralement à Dakar et celui qui vient de Paris, on ne sent pas de différence. Je pense effectivement que du point de vue de la qualité, aujourd'hui, Ablaye, je suis totalement en phase avec vous. Vos services n'ont rien à envier aux maisons d'édition implantées en Europe. Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames, Messieurs, nous nous retrouvons ce soir pour des moments de réflexion et d'échange autour de ce livre, Macky Sall, la réponse par l'action, que j'ai écrit par devoir et par conviction. Le titre choisi pourrait paraître manquer d'originalité, mais mon souci premier, plus que l'originalité, c'est la réalité. Or, s'il y a une réalité consensuelle dans l'opinion sénégalaise, c'est bien cette caractéristique identitaire du président Macky Sall, reconnu comme un homme d'action efficace et peu bavard. Jëfam moo ëpp waxam, témoignent souvent les populations. Il a gouverné le Sénégal pendant 7 ans, au cours desquels il a subi des agressions verbales d'une intensité et d'une récurrence
dépassant tout ce qu'on aurait pu imaginer. Il n'a jamais senti le besoin de répondre à la parole. Pleinement conscient de ses responsabilités, il a choisi d'opposer l'action constructive au discours de rancœur et d'amertume. Au terme du mandat, alors que l'on s'achemine vers des échéances au sortir desquelles on espère un renouvellement du bail qui le lie au peuple, il m'a paru important de revenir sur les péripéties du septennat écoulé. C'est le sens de ce livre qui, après une brève évocation du contexte politique de l'élection du président Macky Sall en 2012 et de la situation dans laquelle il a trouvé le pays à sa prise de fonction, tente de présenter certains des aspects les plus saillants de son action à la tête de l'État, tout en n'occultant pas les sujets sur lesquels ses détracteurs se sont activés à entretenir la controverse, avec un souci de rétablir des vérités qu'on a voulu soustraire à l'attention de notre pays. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames, Messieurs, je ne doute pas un seul instant que chacun d'entre nous ici présent se rappelle parfaitement l'environnement politique dans lequel le président Macky Sall a été élu le 25 mars 2012. Entre le revers infligé au camp du candidat sortant, qui s'était distingué par sa détermination à imposer au peuple une succession dynastique, et la désillusion de certains cercles de l'opposition convaincus que l'alternative devait nécessairement passer par eux, l'exploit démocratique du président Sall avait suscité beaucoup de frustration et de rancœur. C'est dans ce contexte qu'il a pris fonction à la tête d'un pays au bord de la faillite, et la caractérisation n'a rien d'exagéré. Les finances publiques étaient dans le chaos, avec un net disponible de 20,969 milliards de francs affichés par la trésorerie générale, alors que la réalité comptable indiquait qu'il devait y avoir au moins 323,541 milliards, dont 302,871 milliards représentant le solde des comptes de dépôt et des instances de mandat d'un montant de 20,670 milliards. La situation était d'autant plus alarmante qu'un mauvais endettement avait placé le pays dans une situation où 44% des ressources fiscales étaient consacrées au secteur, ce qui laissait à l'État une marge de manœuvre particulièrement étroite en matière d'engagement financier. Cette réalité donne tout son sens à la mise en garde du candidat sortant Abdoulaye Wade lors de la campagne du second tour de l'élection présidentielle de 2012. Je cite: « Si je ne suis pas réélu, les fonctionnaires de ce pays ne pourront pas percevoir le salaire à la prochaine fin de mois, avec une déclaration. » Il savait de quoi il parlait, lui qui avait mis le pays dans cette situation. L'État ne disposait pas d'argent, ne pouvait non plus disposer que partiellement de ses recettes budgétaires internes. Et surtout, devait faire face à des omissions volontaires ou des prévisions insuffisantes frappant des actions prioritaires de la vie nationale dans le budget de 2012. On peut citer notamment la non-inscription dans ce budget du moindre franc pour appuyer le monde rural comme cela se fait traditionnellement, alors que la conjoncture s'annonçait particulièrement difficile pour cette composante de la nation. On pourrait également évoquer la prévision de 45 milliards pour la compensation tarifaire sur le prix de l'électricité, alors que les besoins étaient estimés à 105 milliards. Ces goulots d'étranglement étaient d'autant plus contraignants que l'économie nationale, avec un taux de croissance de 1,7% en 2011, se révélait clairement dans l'incapacité de générer des ressources variables. De la santé à la diplomatie, en passant par l'éducation, l'emploi, l'hydraulique, l'énergie, j'en passe, tous les secteurs de la vie nationale étaient en crise. Et les initiatives prises jusqu'en 2012 pour apporter des solutions à ces crises généralisées se sont systématiquement soldées par des échecs. À titre d'exemple,
Les centaines de milliards injectés dans la Sénélec n'ont eu comme effet que de produire le service d'électricité le plus médiocre de l'histoire du Sénégal. Les dizaines de milliards utilisés pour lutter contre les inondations n'ont pas empêché l'hivernage intervenu 4 mois après le départ du président Wade du pouvoir de déloger des centaines, voire des milliers de familles de la banlieue de Dakar qui ont dû aller se faire loger dans les écoles et autres infrastructures communautaires de base, comme c'était la coutume durant les années précédentes. La prétention avec laquelle on a abordé à l'époque le traitement de la crise casamançaise, les importantes sommes d'argent dépensées, l'euphorie folklorique et trompeuse avec laquelle on a tenté d'accréditer l'idée d'une normalisation en cours, décrétant même une journée fériée pour, disait-on, marquer la signature d'accords de paix, n'ont pas empêché une dégradation continue de la situation, comme en atteste la détention par la rébellion de plusieurs otages au moment de la prise de fonction du président Macky Sall, qui parviendra lui-même à les faire libérer en quelques mois. Ceux qui avaient transmis la gestion de l'État au président Macky Sall dans ces conditions étaient pleinement conscients des enjeux et excluaient de leurs prévisions toute possibilité pour celui-ci de parvenir, le temps d'un mandat, à redresser la situation et présenter un bilan satisfaisant pour pouvoir se présenter encore à l'aise devant l'électorat. Pourtant, il a fait plus que redresser la situation. Il a corrigé leurs défaillances et a réussi ce qu'ils n'ont pas pu faire. Ces succès fort appréciés partout où ils ont échoué apparaissent presque comme relevant de miracles difficilement acceptables pour eux. Ce qui a eu un effet d'aggravation sur leur ressentiment, né du choix fait par les électeurs le 25 mars 2012. Ainsi a-t-on fini de basculer dans une démocratie d'invectives et de calomnies, se nourrissant d'injures et de contre-vérités visant le président de la République. Au-delà d'une simple expression de rancœur et de frustration, la campagne de calomnie contre le président a un objectif politique très clair: brouiller la visibilité sur son bilan par un nuage d'affaires fabriquées de toutes pièces. Mais une telle manœuvre ne devrait nullement nous inquiéter, car ne reposant que sur des fables et des manipulations. Elle ne devrait surtout pas nous distraire de l'essentiel. Le président Macky Sall, notre candidat au scrutin du 24 février 2019, a réalisé en 7 ans ce qu'ils n'ont pas pu faire en beaucoup plus de temps. Et les populations qui nous ont confié la conduite des destinées de ce pays doivent être fortement sensibilisées sur cette vérité que l'on peut illustrer aisément en considérant n'importe quel secteur de la vie nationale. On a inauguré ce matin le port de Farafenni, qui, en plus de faciliter grandement la circulation entre le nord et le sud du Sénégal, va surtout atténuer ce sentiment de rupture territoriale entre ces deux parties de notre pays, lequel sentiment a été déterminant dans la situation douloureuse que nous avons vécue pendant 10 décennies en Casamance. Ce pont, à la fois stratégique et symbolique, quel président et quel gouvernement sénégalais n'ont caressé pendant toute leur mission le rêve de l'inaugurer ou au moins d'en jeter les bases pour pouvoir en capitaliser la paternité dans l'histoire. En 2003, un premier ministre figurant aujourd'hui parmi les candidats à la prochaine élection présidentielle est rentré d'une visite en Gambie pour déclarer, je cite, « Je reviens de la Gambie avec dans mes bagages le pont de Farafenni. J'ai pu obtenir l'apport de nos frères gambiens pour la construction qui va démarrer très rapidement. L'histoire a établi qu'il n'avait rien amené dans ses bagages. Et c'est le président Macky Sall le prédécesseur du président Macky Sall nous avait-il pas promis de résoudre le problème casamancé en 100 jours? Il a disposé de 4360 jours, équivalent à ses 12 ans de président, et à son départ du pouvoir le 2 avril 2012, il a laissé une situation nettement dégradée par rapport à ce qu'il avait trouvé en 2000. Le président Macky Sall, sans tambour ni trompette, s'est occupé de ce dossier et en 7 ans, ses résultats se passent de tout commentaire. Le président Macky Sall a relevé le défi de l'électricité devant lequel l'État avait fini par démissionner en 2012 après 10 ans d'errement.
et des centaines de milliards de francs dépensés sans le moindre résultat. De 2004 à 2012, la Sénélec a toujours affiché un résultat d'exploitation négatif avec un record de perte de plus de 55 milliards de francs CFA en 2010. Le mal était tellement chronique que nul ne croyait plus que cette entreprise pourrait être redressée uniquement avec les efforts nationaux. 2 ans après la prise de fonction du président Macky Sall, elle a pourtant renoué avec le bénéfice et n'a plus subi de perte. Ainsi, en 2017, elle a réalisé 36 milliards de bénéfices. Là où elle a dépensé 260 milliards pour l'achat de combustible pour un service partiel en 2011, elle a pu assurer une fourniture d'électricité sans délestage pendant toute l'année 2017 avec une facture de combustible de 120 milliards. Le président Macky Sall a résolu l'épineux problème des inondations qui a absorbé des dizaines de milliards de francs de l'argent public avant 2012, agrémenté de report d'élections législatives sans la moindre amélioration. Il a réalisé le rêve impossible de son prédécesseur de créer une nouvelle ville pour désengorger Dakar. Il a engagé la révolution des transports qui apporte la solution aux embouteillages coûtant 100 milliards de francs à l'économie nationale cette année et a introduit le Sénégal dans le cercle restreint des pays africains disposant de trains électriques de dernière génération, de terre. Il a réhabilité la vie rurale par une revalorisation de l'activité agricole et la réalisation d'équipements et d'infrastructures pour ces populations qui ont toujours été les laissées pour compte de la vie. Il a apporté de l'eau courante à 1 million de Sénégalais en milieu rural entre 2012 et maintenant. Il a trouvé 1648 villages électrifiés dans l'ensemble du pays en 2012. En 7 ans, il a électrifié à lui seul 3783 villages, soit plus du double de ce qui a été fait en 52 ans. Il a construit plus de 10 000 salles de classe en 7 ans, soit une moyenne d'environ 1400 salles par an. Ce qui, en plus de porter l'école publique dans des contrées qui n'y avaient pas accès, a réduit de 50% le nombre d'abris provisoires qui existaient en 2000. Il a doublé en 7 ans les capacités d'accueil des campus universitaires réalisés en plus de 50 ans. Il a construit ou réhabilité 1362 km de routes revêtues et réalisé 3500 km de pistes avec 13 ponts désenclavant chacun des dizaines de villages. Il a conféré une dimension nationale à l'autoroute qui, avant 2012, se limitait à la seule région de Dakar. Il a doté le Sénégal d'une capacité de prise en charge des cancers comparable à celle des pays développés avec l'acquisition de 3 machines de radiothérapie d'une technologie de pointe pour remplacer la vieille machine obsolète et usée qu'il a trouvée sur place. Il a porté le parc de soins de dialyse de 3 centres pour un total de 24 postes en 2012 à 19 centres pour plus de 200 postes en 2018, en plus de rendre les soins gratuits dans le service de santé publique. Mais c'est sur le plan social que la qualité du leadership du président Macky Sall force l'admiration. La réduction ou le verrouillage depuis 2012 des produits d'usage courant, la baisse des coûts et des loyers, la réforme fiscale avec un ensemble de mesures en faveur des populations, dont la plus forte est sans doute la baisse de l'impôt sur le revenu qui a permis d'améliorer le pouvoir d'achat des assujettis de 42 milliards, la réforme du système des retraites qui a fortement amélioré les pensions, l'augmentation de plus de 40% du SMIC qui n'a pas bougé depuis 20 ans, l'allocation d'une bourse de sécurité familiale à plus de 300 000 familles parmi les plus défavorisées de la nation, la couverture maladie universelle qui permet à plus de 2,5 millions de Sénégalais d'accéder aux soins de santé, les cartes d'égalité de chance qui ont bénéficié à plus de 40 000 personnes vivant avec un handicap, la gratuité de la césarienne et de la dialyse, la prise en charge des enfants
de moins de 5 ans, et j'en passe. Ces différentes mesures combinées ont favorisé un incontestable allègement du coût de la vie pour les populations, en particulier les moyens nantis, et a permis au Sénégal d'anticiper le malaise social à l'échelle internationale, incitant aujourd'hui les classes moyennes de toutes les sociétés, y compris les plus développées, à s'engager dans une profonde remise en cause du modèle démocratique libéral jusque-là considéré comme le meilleur. Ces éléments de bilan développés en profondeur dans le livre Macky Sall, la réponse par l'action, sont loin d'être exhaustifs, ayant juste une valeur indicative. Mais ils renseignent suffisamment sur la qualité de la vision du président Macky Sall et son savoir-faire de très haut niveau. Excellence, Monsieur le Président, permettez-moi de réserver mon mot de conclusion à nos amis ici présents, représentatifs du dispositif chargé de vous assister dans votre engagement pour le 24 février prochain. Mesdames, Messieurs, sans nullement sous-estimer l'adversité, j'ai la ferme conviction que l'échéance du 24 février 2019 ne devrait relever que d'une simple formalité, si nous jouons convenablement. Notre candidat a créé lui-même les conditions qu'il nous incombe de mettre en œuvre pour réaliser un plébiscite populaire en sa faveur le jour du scrutin. Je ne doute pas un instant que nous serons à la hauteur. Je vous remercie de votre aimable attention. Voilà, merci M. Aline Fall donc, pour votre brillante présentation. Et je dis au-delà, donc si on mesurait les intentions de vote, les Sénégalais, c'est évident, vont majoritairement voter pour le président de la République. Mais si on les rajoutait aux Gambiens, aux Mauritaniens, aux Ivoiriens, donc même aux Maliens, tous ces gens-là allaient voter massivement pour le président de la République. En tout cas, dans leur cœur, ils souhaitent que le président de la République ait tous les succès, donc à la mesure de son œuvre, bien entendu. Voilà, donc merci M. Fall. Et je reviens un peu sur l'approche comparative. Vous avez donc comparé des situations d'avant et après. Donc et les échecs d'hier et les succès d'aujourd'hui. Et vous l'avez bien analysé. Vous êtes revenu sur la réduction sensible des délestages, le relèvement du taux d'électrification rurale, la couverture maladie, l'éducation. Merci beaucoup pour la brillante présentation. Excellence, Monsieur le Président de la République du Sénégal, M. Macky Sall, Mesdames, Messieurs les ministres, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, honorables invités, chers compatriotes. Je pense que Aline Fall a fait une présentation détaillée des réalisations du Président de la République. Pour faire une analyse de cette réalisation, j'essaierai de contextualiser ce qui se passe en me basant sur deux éléments. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'année de référence, qui est 2012, et la zone de référence, qui est l'Afrique, où le Sénégal est parti. Dit-on, un pays se construit sur une vision. Ce qui a toujours fait défaut à l'Afrique, c'est qu'on a voulu construire notre continent sur le court terme, ce qui est quand même utopique. Cette vision, notre président, son Excellence M. Macky Sall, l'a comprise en mettant en place le plan Sénégal émergent. Un programme visant l'émergence sur une horizon de 20 ans, c'est-à-dire 2015-2035, détaillé dans le livre La réponse par l'action. Ce qui se conçoit s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. C'est donc avec cette conception et cette maîtrise que mon cher ami Aline Fall a retracé les réalisations de son Excellence, Monsieur le Président de la République. En 2012, Monsieur le Président, vous avez hérité d'un pays où l'indice de développement humain, qui est le résultat final de toute politique économique, classait notre pays au 238e pays le plus pauvre. Aujourd'hui, nous sommes classés 162 et à titre comparatif, de 1995 en 2012
le Sénégal est passé du 204e pays le plus pauvre au 238e pays. Selon le Country Economy, qui classe les pays en fait en 247, en tenant en compte les États indépendants, notamment le Kosovo, la Palestine et autres. Bien évidemment, différent du classement des Nations Unies qui considère un nombre un peu plus faible. Il faut rappeler ce qu'est le Sénégal, le plan Sénégal émergent. En une phrase, il peut être défini comme étant un programme basé sur une vision visant l'émergence pour le Sénégal en 2035. Il y a plusieurs écoles d'ailleurs sur les critères d'émergence d'une nation. Philippe Hugon, professeur émérite et chercheur de l'Institut des relations internationales et stratégiques, propose les critères suivants pour être un pays émergent. Le taux de croissance économique, la diversification de la production, l'ouverture au marché extérieur, l'intégration au monde financier international, le rôle stratégique de l'État pour le développement, les investissements dans la recherche et le développement, et enfin la capacité de protéger le territoire. Rappelons que l'Afrique a un challenge unique, des réalités uniques, et vous avez hérité d'un Sénégal avec un déficit infrastructurel, un déficit énergétique, insuffisance dans l'agriculture, des problèmes de désenclavement, la non-inclusivité de notre économie, le secteur de l'éducation, bref, pauvreté extrême et chronique. En cette année, Monsieur le Président, vous avez construit un pays qui est aujourd'hui un modèle de développement en Afrique avec un taux de croissance soutenu qui dépasse les 6% depuis pratiquement 3 ans. Projeté d'ailleurs par la Banque mondiale à 10,20% en 2020. Alors que vous avez hérité d'un pays avec un taux de croissance qui avoisine à peine les 2%. Aujourd'hui, notre PIB repose sur les services, l'agriculture, l'industrie extractive. Les récentes performances des industries, notamment dans le secteur agroalimentaire, montrent que notre pays est non seulement en train de subir une mutation extrêmement importante, mais aujourd'hui une référence dans le continent en matière de diversification. Nos récents résultats sur l'eurobond montrent l'intégration exemplaire au monde financier international, loué non seulement par nos partenaires, mais aussi confirmé par les résultats obtenus lors du groupe consultatif récemment organisé à Paris. En 2017, notre pays a enregistré un taux de croissance de 7,2%, tiré en grande partie par les investissements publics, prouvant ainsi le rôle stratégique de l'État pour le développement économique de notre pays. La mise en place de programmes ambitieux tels que le PUDC, le PUMA et des programmes visant l'inclusion tels que la BNDE, le FONGIP, le FONSIS et récemment l'ADER est une illustration du Sénégal que vous êtes en train de construire, c'est-à-dire un Sénégal pour tous et une référence dans le continent. La gestion de la crise casamançaise et la gestion du terrorisme, le Sénégal étant l'un des rares pays à ne pas avoir subi d'attentats dans la sous-région, que Dieu nous en préserve, montre qu'on ne peut pas avoir meilleur protecteur que son Excellence, Monsieur le Président de la République. Des critiques qui frôlent souvent le ridicule sont souvent mises en avant par vos détracteurs. Mon ami Tony Elumelu me disait la semaine dernière, le problème souvent en Afrique, c'est que ceux qui parlent ne savent pas et ceux qui savent ne parlent pas. Lorsqu'il me confessait sa fierté en tant qu'Africain de voir ce que le Sénégal est en train de réaliser au cours d'une discussion sur la dette du pays et certaines critiques pathétiques pour éviter de reprendre ces mots. À Paris, lors du groupe consultatif, mon ami Idrissa Nassar, qui est le fondateur et PDG de Correspondant International, me taquinait en me disant « Moustapha, est-ce possible de nous prêter votre président de la République pour un an ?»
Les critiques qui sont souvent mises en exergue, c'est la tertiarisation de notre économie. Un taux de croissance soi-disant emprunté, un niveau d'endettement et le mauvais choix des investissements. Telles sont des critiques souvent de vos détracteurs. Mais la réalité est autre. Sur la tertiarisation, les 3 dernières années ont montré une croissance tirée par les investissements publics et le secteur primaire. Ce n'est pas moi qui le dis, et c'est le dernier rapport de la Banque mondiale. D'ailleurs, avoir une économie tertiarisée n'est pas problématique. Et penser le contraire montre à quel point le niveau de certains détracteurs qui prétendent à la magistrature suprême est simplement scandaleux. Le Canada et les Émirats arabes unis sont des parfaits exemples d'économies qui sont émergents et qui sont reposées sur les services, notamment une économie tertiarisée. Sur le taux de croissance emprunté, ces critiques sont tout simplement obsolètes. En 2012, effectivement, si on regarde le dernier rapport de la Banque mondiale, ce qu'on nous disait sur notre croissance, c'est qu'effectivement, c'est une croissance qui était tirée par les services, notamment le secteur bancaire et le secteur de télécommunications. J'ai essayé de résumer le plus rapidement possible. La réalité aujourd'hui, c'est comme je le disais, on a une économie très intégrée, avec aujourd'hui une croissance tirée par les investissements publics et le secteur primaire. Le sujet de discussion le plus ridicule, c'est le niveau de l'endettement. La question que je pose souvent, c'est si nous ne nous empruntons pas pour financer notre économie, comment pourrons-nous le financer? Ce qui rend davantage plus ridicule, c'est qu'avec un niveau d'endettement de 47% comparé aux 70% de la zone UEMOA, et pour réaliser une analyse économique d'un pays, il faut une zone de référence, un point de référence. Dans le secteur de l'énergie, mon ami Alun Fall l'a cité tout à l'heure, pour juste résumer les performances en énergie, on est passé de 925 heures en 2012 à pratiquement 24 heures en 2018 de coupure. La production céréalière a doublé entre 2012 et 1947. Et en ce qui concerne les infrastructures, il nous coûtait pratiquement 4% de croissance de PIB, en tout cas en Afrique. Et aujourd'hui, ce problématique n'est que est derrière nous. Encore plus important, les rapports de S&P et de Moody's, institutions habilitées à juger les dettes souveraines des pays, ainsi que la Banque mondiale et la BAD, jugent notre insolvabilité très faible. Alors, à mon avis, ce débat doit être clos. L'ancien président du Nigeria, Olusegun Obasanjo, disait « A great leader is a dealer of hope ». Et vous, Monsieur le Président, vous êtes porteur d'espoir. Et comme j'ai souvent l'habitude de le dire, ce n'est pas seulement le Sénégal qui a besoin de vous, mais aussi l'Afrique, en qui vous représentez un modèle de leader dont nous, la jeunesse africaine, rêvons pour construire l'Afrique que nous voulons. Monsieur le Président, comme disent les Anglais, you walk the talk. Alors soyez assurés que vous avez offert de l'espoir et Inch'Allah, le Sénégal vous le rendra au soir du 24 février, car celui-ci ne peut avoir mieux que vous pour nous mener vers l'émergence. Merci, M. Sow. Voilà. Nous allons donner la parole à M. le Président de la République pour réagir. Donc, M. le Président, vous avez la parole. Je vous remercie, M. le Directeur Général, cher Fall. Je voudrais vous dire, chers amis, que depuis que j'exerce les fonctions de Président de la République, c'est la première fois que je vais participer à une cérémonie de présentation d'un ouvrage et de dédicace. Et pourtant, l'occasion n'a pas manqué. Des auteurs dont je salue l'engagement, la perspicacité, comme Alun Fall,
les auteurs dont Diène Farba Sarr, qui a le premier écrit un combat pour la République, ainsi que d'autres qui sont dans mon environnement immédiat, ont eu à prendre leur plume pour produire des ouvrages, mais je n'ai pas eu l'occasion en vérité, comme le hasard nous a permis, ici à Kaolack, dans le cadre de cette tournée économique, qui m'a permis, en cette journée historique du 21 janvier 2019, avec vous tous, à Farafenni de vivre ce que nous avons vécu aujourd'hui. Avec mon homologue gambien, avec le peuple gambien et le peuple sénégalais, avec nos amis de la Casamance, venus des 3 régions administratives en masse. Donc c'est par des circonstances particulières que nous nous sommes retrouvés à Kaolack à l'occasion de la publication du livre, deuxième livre d'Alioune Fall sur mon action et mon œuvre, mais qui salue la réponse par l'action. Je voudrais citer d'autres acteurs comme Amadou Lamine Sall, comme nous sommes à Kaolack, qui est originaire de la ville de Mambosé, mais également Amidou Li. Ils sont nombreux, Aruna Li. Mais je tiens à dire une chose, c'est que d'abord l'auteur Alioune Fall, au-delà de ses qualités professionnelles, de journaliste, écrivain, c'est d'abord un auteur engagé, un auteur qui assume et qui assume. C'est un auteur qui assume ses prises de position, mais qui toujours a comme souci la sacralité des faits. C'est peut-être une déformation professionnelle du journaliste, encore pour de nos jours. J'aimerais que vraiment l'éthique soit encore enseignée dans nos établissements. Puisque les faits doivent être sacrés. C'est-à-dire, on ne doit pas pouvoir polémiquer sur les faits qui sont rapportés. Maintenant, les commentaires sont libres. Chacun verra midi comme il veut, chacun dira ce qu'il veut. De toute façon, il y a des gens, pour leur descendre le soleil à midi, ils ne le verront pas, ils oublient de le voir. Il n'y a rien à faire. C'est leur choix. Mais les faits doivent être des faits constants, des faits sacrés. Et c'est ce qui me plaît dans ces équipes. Quelle que soit la passion et l'engagement, vous verrez dans cet ouvrage que les faits, sauf peut-être erreur matérielle qui peut être retrouvée, mais les faits ne sont pas contestables. Et c'est pourquoi je recommande la lecture de ce livre, d'abord par les responsables politiques, les militants, puisque vous avez un condensé de données rassemblées, actualisées sur notre action, sur le bilan que nous avons trouvé. On ne peut pas ne pas faire de comparaison. Il ne faut pas ne pas faire de comparaison. Il ne faut pas que les gens disent, oui, bon, on les avait virés, et vous qui êtes là depuis, donc non, non, non. Il y a une situation de référence, un point de départ, un point d'arrivée. Il faut comparer par rapport à ce qui a existé avant. Sinon, comment peut-on comparer des actions? Alors, ce point de référence a été fait en 2012, et bien fait, sur tous les secteurs, en particulier sur le secteur économique, le secteur financier, sur le cadrage macroéconomique, sur la croissance erratique et rachetique qui a été trouvée, sur les insuffisances structurelles de notre économie, l'électricité, la sécurité, la paix en Casamance, l'infrastructure, la production agricole, l'éducation, la santé, sur tous les secteurs. Aujourd'hui, nous pouvons dire, et ce débat, il faut que nous l'engagions
C'est-à-dire, il ne faut pas que nous soyons divertis par des débats tout à fait inventés, qui n'ont rien à voir avec la préoccupation de nos compatriotes. Moi, je suis un homme politique. C'est-à-dire, je m'assume et j'assume mon action en tant que politique. S'il vous plaît, ce n'est pas le président de la République là qui parle, hein. C'est l'homme politique. Voilà. L'homme politique. Et de toute ma vie, j'ai lutté, je l'ai dit, dans le Sénégal au cœur. De toute ma vie, j'ai lutté. J'ai lutté pour devenir ce que je suis. Donc je n'ai pas peur de la lutte. Je n'ai pas peur de la lutte. Et ceux qui pensent qu'ils peuvent, par je ne sais quelle alchimie, faire peur aux gens pour empêcher un débat serein, en tout cas, moi, ils me trouveront sur leur chemin. Puisque ce que nous faisons, nous ne le faisons pas pour nous-mêmes. Et si nous nous battons pour mettre un TR, ce n'est pas pour que moi j'aille prendre le TR pour aller à Diamniadio. Si je m'efforce à acheter les meilleurs des avions aujourd'hui pour Air Sénégal, c'est pour le prestige et aussi l'aura du Sénégal qui doit compter dans le concert des nations. L'ambition que nous avons, c'est pour les Sénégalais. Donc nous ne pouvons pas accepter que ce débat soit escamoté, parce que c'est l'heure de dire ce que chacun peut faire ou veut faire. Il faut avoir la volonté qu'on voit, mais il faut aussi qu'on regarde votre parcours, ce que vous avez déjà fait, ce que vous auriez pu faire, vous n'avez pas fait. Pourquoi vous n'avez pas fait? Pourquoi aujourd'hui vous ferez? Qu'est-ce qui nous dit que vous ferez? Alors, donc moi, je me soumets à la critique. Je ne refuse pas d'être critiqué. Je ne refuse pas d'être critiqué. Je ne refuse pas que mon action soit critiquée. C'est normal qu'il y ait des échecs parfois. Moi-même, j'aurais voulu aller encore plus vite, et plus haut, et plus fort. Mais alors, déjà, ce qu'on a fait est largement au-dessus de ce qui a été fait jusque-là, à tout point de vue. Et c'est cela que Alim Fall a très brillamment rapporté dans cet ouvrage. Maintenant, on peut aimer, on peut ne pas aimer. Il y en a qui ne vont jamais regarder le livre parce qu'ils ne vont pas être contents en le lisant, parce qu'il va leur rappeler des échecs patents. L'électricité, on a fini par croire que c'était une fatalité, insoluble. Et comment ça s'appelle insoluble? Si on a les bons postulats, si on comprend bien les choses, on peut parfaitement apporter des solutions aux problèmes qui sont devant nous. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de du tahoran, comme on peut dire. Encore un bon tahoran, je suis preneur. Bon tahoran. Parce que ce n'est pas le tahoran qui va me... Un bon tahoran est toujours très instructif. Mais ce n'est pas des litanies comme ça qu'on invente, on dit on va faire ça, on va faire ça. Et puis on touche un bouton. Non, il faut travailler sérieusement, méthodiquement, de façon rationnelle. Les problèmes ont été résolus. Sans difficulté majeure, puisque pourquoi nous avons résolu l'électricité? D'abord, il fallait structurellement voir quelle était la difficulté. Nous avions une société publique qui investissait beaucoup pour produire. Alors que nous avions déjà en 1998 proposé une loi qui est tout à fait exceptionnelle, parce que tout le monde le dit en Afrique, la libéralisation du secteur de l'électricité. Le Sénégal a été pionnier. Donc il fallait développer le partenariat public-privé. L'État ne peut pas tout faire par lui-même, parce que non seulement nous allions alourdir notre endettement, mais la gestion publique n'est pas des meilleures toujours sur un segment que le secteur fait bien, secteur privé, je veux dire. La production indépendante, nous avons multiplié par plus de 2 les capacités productives, alors que l'État n'a pas mis un franc. Voilà en fait le secret. Donc faire foi aux capacités du secteur privé, assurer une régulation cohérente qui permette d'attirer des investissements. Et pour la première fois, le Sénégal a réalisé la dernière fois un appel d'offres dans lequel on a pu avoir le kilowatt-heure
en énergie solaire à 24 francs et 25 francs pour la deuxième centrale. Nous avons trouvé ici des centrales qui produisaient encore à 200 francs le kilowattheure, 200 francs, et la moyenne était de 100 francs, 99 100 francs. C'est ça la réalité. Aujourd'hui, nous sommes encore sur une moyenne globale autour de 60 francs. Donc nous baissons les coûts. C'est le secteur de l'électricité, plus un mix énergétique. Au lieu de rester dans une seule source thermique qui nous a coûté des milliards, des dizaines de milliards, on a dit qu'il faut diversifier pour ne pas dépendre d'une seule source. Cette diversification a amené le solaire, a amené aujourd'hui l'éolienne, c'est 157 MW qui sont en cours à Taïba Ndiaye. C'est plus de 200 MW de solaire, c'est aussi l'hydraulique, et ce sera le gaz to power. Donc, on sait ce qu'on veut faire, et on a les capacités pour le faire. Nous avons prouvé que nous savons le faire. Donc, Alioune Fall a pu, dans cet ouvrage, en tout cas près de 100 et quelques lignes, 82 pages, vous trouverez vraiment une documentation assez fournie, un argumentaire, par rapport au voile qu'on veut absolument mettre devant vos visages. Absolument. Dans le 10, dans le trône, il n'y a rien à voir, non, c'est la dictature, comment on peut dire que le Sénégal est une dictature? Alors, donc, moi je vous recommande cet ouvrage, parce qu'il faudra aussi alimenter le débat, et puis en langue nationale aussi, parce qu'un débat doit être aussi à la portée des populations. On doit le ramener à des niveaux compréhensibles. Alors, je sais qu'il a vraiment fait un plaidoyer à Alioune Fall tout à l'heure sur ce qu'il appelle déjà en introduction, sur le fait que l'élection de Macky Sall a donc suscité une importante masse de frustration. Ça, c'est depuis 2012. Parce qu'il y en a qui comptaient que moi, je ne dois pas être président. Voilà, c'est ça. Je ne dois pas être président. Donc, ils ne sont pas contents et ils ne le seront jamais. Parce que c'est comme ça. Pour eux, c'est comme ça. Bref. Alors, masse de frustration, de rancœur, de rancune, et qui ne cessera de se manifester dans l'espace public. Vous verrez, donc, ce n'est plus une question d'idéologie. Ce n'est pas non plus une question de programme, c'est une question de personne. Donc quand le débat est réduit maintenant à un débat de personne, franchement, en ce moment, moi ce débat ne m'intéresse pas. Parce que vraiment, j'ai autre chose à faire que de faire un débat de personne. Vraiment autre chose à faire que de perdre du temps sur des colibés et un débat au ras de pâquerette qui ne peut absolument pas avancer le Sénégal. À la page 24, vous verrez sur l'endettement, sur la dette, il l'a rappelé, fort belle manière. Au 1er janvier 2018, là, nous sommes à 50, c'est 47%, pas 57, 47. En fait, 47, c'est la dette à 2012. Il y avait un stock de dette à 2012. Là, il donne les... Sur la dette, à date, j'ai compris le message. Sur la dette, à date, vous dites 57% ont été contractés avant nous. Voilà. Mais aujourd'hui, notre taux d'endettement est à 47,7%. 47,7%. Bor bi dafa bëri quel bor moo bëri. On est capable de payer bor. Man bor moo bëri. Bor bi dafa bëri. On construit des routes, des autoroutes, on construit, on fait de l'agriculture, on triture l'arachide pour avoir une stable. Le terre est trop cher, mais qu'est-ce qui n'est pas cher? Tu vois, un train électrique, tu dis il ne doit pas être cher. On peut aller prendre une charrette ou... Il faut savoir ce qu'on veut. Soit on veut se moderniser, on veut être dans le diapason du monde. Il faut payer le prix, je suis désolé. Parce que le TR là, c'est pas des histoires de crémaillère avec des boulons, des cardans qui crient. Hein. On soit plus sérieux.
très très sérieux. C'est une technologie. Attendez, un train qui fait 160 km à l'heure, vous avez vu le sérieux qu'il faut pour faire d'abord la plateforme qui le reçoit, les rails. Il faut qu'on soit sérieux quand même. Alors, donc, il y a vraiment beaucoup d'informations. Moi, je vous le recommande pour nous aider dans la discussion. Voilà, le prix de l'arachide. Voilà un exemple intéressant. Nous sommes au salon. M. Tal est un acteur. M. Tal. Nous avons trouvé un prix autour de 175 francs. Mais avec une moyenne, sur les 5 dernières années, autour de 150, comme Aline l'a dit ici. Depuis qu'on est là, on n'a jamais vendu à moins de 210 francs. Le prix au kilogramme d'arachide. Le kilogramme d'arachide. Cette année, il aurait pu coûter 175 francs pour les paysans, les producteurs. 145. 145 autant pour nous. On l'a maintenu à 210. Ça veut dire quoi? Mais c'est l'État qui paye la différence. Ça nous a coûté 17 à 19 milliards. Avec une convention avec les juillet. Parce que tu ne peux pas acheter à perdre. Et ça, c'est du soutien aux producteurs. C'est de la solidarité. C'est un gouvernement qui travaille, qui a des résultats, qui peut se permettre, dans sa trésorerie, et qui gère les fonds, qui peut se permettre de prendre une telle mesure en faveur d'une couche qui mérite d'être soutenue. Voilà, l'arachide. Et jamais on est descendu à 175 francs ou 150 francs le kilogramme. Nous avons pris des dispositions pour déjà démarrer, et c'est l'État qui a décaissé, au moment où je vous parle, plus de 30 milliards déjà, pour que la campagne agricole se déroule sans anicroche, que les OPS soient payés, que la campagne se déroule. Donc, nous agissons sans tous les jours être devant les médias pour dire d'ailleurs ce que nous faisons. Et ceux qui sont les acteurs, ils savent les efforts qui sont faits. Alors que c'était une filière moribonde. Aujourd'hui, nous sommes à l'aise sur ce débat. Tout comme nous le sommes dans n'importe quel secteur. N'importe lequel. Donc voilà, je ne veux pas en dire davantage parce que il y a des gens, ils sont là qu'à guetter que le président glisse ou fasse une petite glissade, leur donner de la matière. La nouvelle ville, en tout cas, nous on a fait Diamniadio, au moins. On a fait Diamniadio, en 4 ans, il y avait des poulaillers, c'était une brousse, il n'y avait rien. Le baobab c'est bien, parce que c'est bien le baobab. On le préserve. C'est pourquoi j'ai baptisé aussi le cicade, le miroir des baobabs. Parce que c'est un arbre majestueux qu'il faut préserver. Hier, je suis passé sur l'autoroute jusqu'à Mbour. On va l'inaugurer demain. Et on va entamer, lancer des travaux Mbour, Fatick, Kaolack. Voilà. Donc voilà la réponse en fait. La réponse, c'est par l'action. Bien le dire. Et ça, si on fait le plus dur, c'est-à-dire l'action, le résultat, nous ne devons quand même pas avoir le complexe de défendre notre bilan et notre action. On n'agresse personne. Je l'ai dit, moi, je ne veux pas dire du mal de quelqu'un. Non. Je ne veux pas dire des mots déplacés. Ça ne sert à rien. C'est une arme de faible. C'est une arme de faible. Insulter, calomnier, c'est pour les faibles. Surtout quand vous insultez quelqu'un qui est plus fort que vous. C'est ça le problème. Parce qu'il réagit comme vous, mais qui va avoir des difficultés. Donc ce n'est pas une arme que nous allons en tout cas utiliser. Et je ne recommande pas à mes partisans de verser dans ce débat. Opposons-leur notre action, notre bilan. En langage simple, intelligible, clair, dans nos langues nationales, en français pour ceux qui le veulent, en diola, en pulaar, en tout ce qu'on veut, en
Sérieux? Le pourcentage de nos maîtres pour comment on va dire les pourcentages en sérieux, ça va être très compliqué. Parce que mes parents là, ne m'ont pas bien appris leur langue. Donc, vous voyez, je vais m'arrêter là parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Wow. Non, je ne vais pas parler. Parce que... En plus, bon, vous aurez un job et nous avons alors, tu vas nous créer des problèmes. Depuis ce matin, mais comme je suis un seul, il y a beaucoup de gens là, donc merci beaucoup. Mais je voudrais témoigner quand même, pour terminer. Vraiment des relations fraternelles, tu me dis, à Alioune Fall. C'est lui qui s'est donné, il s'est nommé Fall. Bon, c'est un Sansal qui a troqué son nom, mais bon, on y connaît. Mais c'est un frère, plus qu'un frère, c'est un ami, un homme engagé à mes côtés, aux côtés de ma famille. Donc, au-delà des qualités professionnelles ou politiques, c'est d'autres rapports basés sur la sincérité, la valeur de son engagement et la dignité, n'est-ce pas, de l'homme qui nous réunit. Donc, à nos félicitations. Je vous remercie.